Bonjour Charlotte. Bonjour Joachim. Le rêve comme état de conscience, c'est quoi par rapport aux autres états de conscience? Alors, on pourrait presque dire, de mon point de vue, qu'il n'y a pas un seul état de conscience de rêve, en tout cas. Puisque, dans mon expérience, il peut y avoir du rêve quand on dort vraiment profondément, avec les ondes cérébrales donc, qui vont avec. Mais il peut aussi y avoir un rêve qu'on pourrait nommer une forme de rêve éveillé, avec aussi d'autres ondes cérébrales, et puis un espèce de corps endormi, esprit éveillé, une limite entre la veille et le sommeil qui est intéressante à cet endroit-là. Voire même une forme de rêve hypnotique où je me vois souvent emmener les gens avec qui je travaille en psycho-énergétique qui ont assez vite des visions qui se présentent à eux, et il est possible de naviguer dans ces visions, de les faire se dérouler en quelque sorte comme dans un rêve. Et là, l'intérêt, c'est la possibilité d'interagir avec ce qui se présente dans ces visions et dans ce rêve-là. Et ce que je pense aussi, c'est ce qui rejoint quand même l'enjeu, et moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le rêve, c'est que en commun, qu'il y a un matériel qui émerge, probablement donc de inconscient, subconscient, on nomme ça comme on veut. En tout cas, un matériel qui émerge et qui n'appartient pas à notre conscience ordinaire et à ce qu'on se raconte classiquement avec notre mental. Et donc, ce matériel, il a vraiment l'aspect de la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on se raconte en état de conscience éveillée, sur qui on est, ce qu'on voudrait faire, tout ça, en fait, est assez petit par rapport à l'énormité de ce qui se passe en sous-jacent et qui émerge si on le suscite dans nos rêves. Et comment est-ce que tu pourrais décrire ces deux lieux, l'un aisément visible, la partie visible de l'iceberg, et l'autre moins aisément visible, mais a priori intéressant, tu as l'air de dire, Ben oui. de la plus grande partie qui est cachée, non visible. C'est ça. Là, comment tu peux justement décrire, comment tu pourrais me faire visiter ces deux territoires et ce que tu as mis faire? Alors peut-être que la première image qui me vient à l'esprit, c'est déjà la prise de conscience que j'ai faite que, par exemple, dans l'univers, le monde visible est également comme ça beaucoup moins important que le monde invisible. Ce qu'on a appelé un temps la matière noire ou le vide et tout ça, et qu'on a pu en plus faire l'erreur de prendre pour quelque chose où il n'y avait rien. Aujourd'hui, grâce à des gens comme Nassim Haramein, grâce à pas mal de chercheurs aussi en physique quantique et tout ça, on sait que ce vide est plein et d'une forme d'énergie,
et que cette énergie porte donc de l'information extrêmement intéressante. Donc, moi, en quelque sorte, j'ai l'impression qu'on retrouverait chez l'être humain cette même histoire de il y a ce qu'on croit et ce qu'on perçoit avec nos 5 sens, et puis il y a toute cette partie donc non visible qui est porteuse en fait d'une information, beaucoup plus puissante, parce qu'elle a une façon d'œuvrer qui est, j'ai l'impression, puisqu'elle elle s'est arrachée en quelque sorte, elle est libre par rapport à l'emprise de notre mental, et elle est plus naturellement en accord avec les grandes lois de l'univers. Et donc, de ce fait, elle est beaucoup plus puissante. Elle tire sa puissance de sa liberté de ne pas avoir obéi aux lois qu'a voulu créer l'homme, mais d'obéir encore aux grandes lois de l'univers. Et donc, là-dedans, l'expérience que j'en ai à travers moi et à travers les gens avec qui je travaille sur le rêve, eh bien, c'est que il y a la possibilité de développer des ponts et des liaisons et une forme de communication et de compréhension de ce qui est à l'œuvre, qui est extrêmement donc bénéfique pour l'être humain, ne serait-ce que parce qu'il renoue instantanément avec cette puissance de création qui est à l'œuvre dans l'univers, en fait. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, mais il y aurait, dans ce que j'entends, il y aurait une sorte de mystère à maîtriser, à percer, pour devenir très créateur soi-même. C'est ça. Avec la même puissance que celle de l'univers. Voilà. En quelque sorte, j'en suis arrivée, pour l'instant, à cette constatation, peut-être à cette croyance, que vraiment, finalement, d'ailleurs, si j'observe un peu l'histoire du monde, je m'aperçois que les civilisations qui ont pu être très créatrices elles étaient plus naturellement en connexion avec cette force-là. Si je pense par exemple à l'Égypte, une civilisation comme l'Égypte, et que pour moi c'est une des raisons qui fait qu'ils ont créé des monuments comme les pyramides, des choses comme ça, où avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on a du mal à s'expliquer comment ils ont créé des monuments pareils et comment ils ont réussi à fédérer aussi des milliers d'êtres humains pour les faire travailler comme ça. Et je pense que la puissance qu'ils avaient, c'était cette puissance d'être connectés beaucoup plus largement à ce domaine du rêve, à cette force de l'énergie subtile et qu'on ne voit pas avec les 5 sens, et d'en connaître les grandes règles de fonctionnement. Et je pense que c'est pour ça aussi que ces civilisations étaient si largement connectées à ce qui se passait dans l'univers. C'est-à-dire que visiblement, on sent vraiment que comme ils avaient compris que les deux fonctionnements étaient identiques, à chaque fois, il semble qu'ils renforçaient le lien avec l'univers en jalonnant leur emploi du temps de prise de décision et d'actes
en accord avec ce qui se passait dans les planètes et ce qui se passait dans l'énergie de l'univers, et que donc, à chaque instant comme ça, ils signalaient par leur rituel qui renforçait ce lien entre l'univers et eux-mêmes, et que ça allait leur donner, de ce fait, une puissance de création aussi dans la matière, identique à celle que l'univers avait eue, par exemple, en créant la Terre. Est-ce que tu reconnais un désir du même ordre par l'essor des sciences depuis le XVIIe, XVIIIe siècle? En fait, il y a un déploiement d'un désir de connaissance de l'univers, du monde, de l'infiniment petit, de maîtrise de la matière également très fort chez nous. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les sciences? Oui. On observe les étoiles, on envoie des sondes, on essaye de comprendre comment marchent les trous noirs, l'énergie, comment elle circule dans le vide, qui n'est peut-être pas si vide, etc. C'est ça. Est-ce que tu assimiles? Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, notre civilisation, celle dans laquelle on est maintenant, est mue par cette même intuition qui est que comprendre comment ça fonctionne va lui donner du pouvoir, un pouvoir créateur. En revanche, elle a fait le choix, peut-être, qui est plus laborieux, qui est de vouloir donc s'affranchir un temps des grandes lois de l'univers pour faire les choses à son idée, en se coupant un peu de l'univers ou de la nature, pour moi c'est la même chose, dans la liberté qui était donnée à l'être humain de pouvoir expérimenter comme il voulait. Là, il y a eu visiblement une volonté d'expérimenter en ne tenant pas compte, dans un premier temps, de ces grandes lois. Même si l'ironie du sort, c'est que on finira probablement par toutes les redécouvrir d'une façon ou d'une autre. Mais je me rappelle que moi, j'avais écrit un article qui est là-dessus il y a maintenant une quinzaine d'années, où je racontais comment les chamans de l'Amazonie, ils connaissent depuis la nuit des temps l'existence de notre ADN et sa structure hélicoïdale, et ils peuvent la décrire sans avoir eu besoin d'aller dans un laboratoire, de devoir créer tout ce qu'il faut pour que dans le laboratoire, ils aient un instrument suffisamment petit pour pouvoir regarder une cellule et jusqu'à y voir son ADN. Et donc, c'est vraiment assez amusant de constater que nous, on arrive aux mêmes conclusions, mais cette société-là, mais en l'ayant fait donc par un voie et un cheminement qui est, de mon point de vue, beaucoup plus coûtant, notamment en énergie. Et je pense que... Le cheminement scientifique? Oui. Et je pense que c'est pour ça qu'après, là, on voit la possibilité de réussir ou pas, je ne sais pas, à épuiser une certaine forme d'énergie sur notre planète ou son fonctionnement. C'est parce que de le faire comme ça, ça demande d'aller chercher à l'extérieur, et c'est une forme d'énergie qu'on n'a pas, et de créer des tas de choses qui ne sont pas forcément dans les grandes lois de l'univers, et donc, comme elles sont différentes, vont demander, moi j'ai l'impression, sont plus difficiles à mettre en œuvre, bien qu'on arrive quand même à le faire. Et j'ai l'impression que pour l'être humain, pour faire le parallèle, il pourrait y avoir, il y a certains êtres humains qui probablement vont chercher à l'extérieur d'eux cette forme de réalisation à travers ce qu'ils vont faire, mais pas forcément, qui ne sera pas forcément en accord avec les grandes lois de l'univers, mais qui va quand même être très enseignant pour eux. Il y a ce chemin-là. Et puis, il y a un autre chemin
qui est celui de reprendre donc cette voie des rêves, rentrer à l'intérieur de soi dans ces mondes invisibles, et ce faisant, ça demande moins d'énergie, mais ça demande quand même, étant donné qu'on s'est coupé de cette façon de faire dans notre société, par exemple pour un aborigène, ce ne sera pas très difficile pour lui d'aller dans ses rêves, puisque depuis qu'il est tout petit, ses parents demandent aux enfants de quoi ils ont rêvé la nuit dernière, pour que tout le monde en discute, et c'est de l'information prise très au sérieux. Et dans une société comme celle-là, le monde des rêves est considéré comme le monde réel, et le monde dans lequel on est considéré comme le monde non réel. Et donc pour nous, ça va être un peu plus dur quand même, puisqu'on n'a pas été habitué à faire ça, de retourner dans ces mondes-là et de commencer à y discerner, à capter de l'information. Et là, ça demande une pratique. Une pratique qui, au départ, on peut peut-être gagner du temps en étant un peu guidé, mais on peut aussi essayer de le faire seul. Mais il y a cette idée que vraiment, plus on va le faire, comme d'habitude, comme pour apprendre à jouer d'un instrument, plus on va voir émerger de ces mondes-là de l'information sous forme de visualisation, sous forme de cognition, d'intuition, et on va pouvoir progressivement interagir, poser des questions et comprendre donc ce qui est à l'œuvre à l'intérieur de nous et comment soit s'y accorder, parce que finalement, si l'expérience que j'ai, c'est que si on cherche à vivre une vie qui en fait n'a rien à voir avec ce qui est à l'œuvre dans ces mondes du rêve chez nous, en fait tout va capoter dans notre vie. Parce qu'il y a en fait deux forces à l'intérieur de nous et qui sont une sorte de bisbille. Et je pense que de ce capotage, il émerge sur plein de différentes formes, sur des maladies physiques, sur des maladies psychologiques, sur de la dépression, sur des tas d'autosabotage. Parce qu'en fait, il n'y a pas entre ce que cette gigantesque force à l'intérieur de nous voudrait faire et ce qu'on trafique dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout en résonance. Et qu'est-ce qu'on trafique dans la vie de tous les jours? On trafique selon quelle modalité? Alors, selon chacun, et la puissance qu'a sur nous les croyances qu'on a voulu et que la société, nos parents, l'environnement dans lequel on vit n'a de cesse de vouloir nous faire croire et nous inculquer. Selon le fait qu'on a été plus ou moins, à mon avis, réceptif à ça, enfant, on est plus ou moins en désadéquation avec son intériorité et le rêve intérieur qu'on porte. C'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, il y a des contraintes extérieures très fortes. Par exemple, deux pays rentrent en guerre, on prend tous les hommes d'un certain âge, on leur colle un uniforme et des armes et on les envoie à la guerre. C'est d'une extrême violence. Je prends exprès un exemple tonitruant. Mais de la même façon, on prend l'architecture d'une pyramide des âges et on envoie un certain nombre de personnes dans des bureaux, d'autres dans des usines, etc. Il y a des contraintes extérieures et donc l'humain se trouve pris aussi dans des contraintes qui sont très corporelles. Oui. Là, on prend le corps des gens et on le met. Alors, c'est ce dialogue entre mon désir conscient, ce qui m'est imposé, et ce pourquoi j'étais peut-être fait à l'origine. Je comprends ce que tu dis, il y a des dissonances. Alors comment on fait avec ces dissonances?
Eh ben, moi, l'idée que je propose, c'est que quand il y a dissonance, donc c'est une onde, et en général, c'est une onde, alors en Kundalini Yoga, qui lance le mental négatif. Le mental négatif, c'est celui qui est là pour nous défendre et donc qui va lui aussi, si on le laisse à l'œuvre, être dans une forme de guerre, comme tu décrivais. Moi, l'idée que j'ai comprise en pratiquant le Kundalini Yoga notamment, c'est qu'il ne faut pas chercher à combattre ce mental négatif qui est là pour nous défendre. Il faut juste aller produire l'exacte onde inverse. Donc une sinusoïde, c'est comme ça. On va produire l'exacte onde inverse pour, en fait, deux ondes inverses qui se produisent. Ça fait que, hop, ça devient plat, et donc on passe sur le mental neutre. Et donc une fois qu'on a fait ça, mental neutre, c'est là qu'on peut commencer progressivement à aller vers des états de la conscience où on touche ces portes, où on entre dans ces portes du rêve et où on va avoir l'intuition, les visions de ce qui vraiment pour nous est important, indépendamment de ce qui a lieu dans les contraintes que tu as décrites. Donc, pour moi, les outils, ils sont donc de produire cette onde contraire. Et cette onde contraire, pour arriver donc du mental négatif, l'onde contraire pourrait s'appartenir au mental positif, les deux s'équilibrent et on arrive à un mental neutre qui nous emmène vers cette forme d'unité et de conscience élargie qui fait qu'on va avoir accès dans un premier temps à cette manne d'informations du rêve à l'intérieur de nous. Alors, moi, ces ondes, l'expérience que j'en ai, par exemple, c'est que je les produis avec le son, en chantant. Mais on peut les produire d'autres façons. On peut aussi utiliser, par exemple, le son binaural, qui est une autre technique que j'enseigne, qui fait artificiellement produire à notre cerveau des ondes cérébrales en faisant écouter un son différent entre nos deux oreilles. On peut... Et des ondes cérébrales comment? Eh bien alors, donc les ondes cérébrales, là... Harmonieuses, positives? Moi, ce que je ressens, c'est que, en tout cas, je vais demander aux élèves qui travaillent de produire l'onde cérébrale qui va être l'opposé de celle dans laquelle ils sont normalement, pour neutraliser en fait les deux et pour aller vers un état d'être plus unifié où ils vont avoir l'information qui est l'information plus indépendante de tout ce qu'on a pu leur coller avant comme croyance. Donc, mais ces ondes cérébrales, pour moi, on y navigue comme dans le rêve par l'intention. Donc, je pense qu'à chaque instant, on a de toute façon tout le rayon possible d'ondes cérébrales, mais que par l'intention, on peut appeler, en fait, l'onde qui va être l'onde opposée de celle dans laquelle on est pour neutraliser. Et donc, de là, c'est ce que moi je pratique donc avec les gens qui travaillent en psycho-énergétique avec moi, c'est-à-dire que souvent, par exemple, dans un premier temps, ils viennent parce qu'ils ont un mal-être qui est vraiment le signal qu'il y a entre cette gigantesque partie d'eux-mêmes qui a des forces et qui veut faire quelque chose et qui est portée dans leurs rêves, et ce qu'ils font dans la vie, il y a une telle dissonance que ça les a bloqués et qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance qui en sort. Et donc là, moi, le premier travail où intuitivement, ce qui m'est apparu, c'est que
assez vite dans un premier temps, c'est moi qui produis une onde en leur chantant. Et comme tout élément vibratoire, l'être humain, il a tendance à se syntoniser. Il reçoit une onde, il a tendance à produire la même onde. Donc, ils vont être amenés à reproduire eux-mêmes ces sons. Et en reproduisant ces sons, à devenir de plus en plus autonomes pour aller dans leur rêve. Mais dans un premier temps, c'est moi qui les... En fait, le son que je produis facilite leur vision, parce que justement, ça les met dans un état de conscience neutre. Et dans ces visions, moi, je vais avoir le rôle de les guider, c'est-à-dire de poser... Ils me disent ce qu'ils voient dans ce rêve, et moi, je leur dis... quelqu'un me décrit, par exemple, je suis arrivé à la montagne au milieu d'un troupeau de chevaux sauvages avec un Indien. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté récemment. Je dis, ça émerge comme ça. Donc, je vais les inciter. Est-ce que tu peux te rapprocher d'un cheval? Est-ce que tu peux lui poser des questions? Est-ce que tu peux l'observer? Et ça démarre comme ça. Et donc, moi, je ne suis juste qu'un guide qui attire l'attention sur quoi faire une fois que tu es dans ton rêve, en quelque sorte. Et puis, pour que le rêve reste là, parce que quelquefois, les gens perdent leur vision ou ne voient plus rien, et ben, si ce n'est pas eux qui font le son, c'est moi qui refais le son qui leur permet de continuer à voir. Ça, c'est... ce que j'observe qui est très puissant comme façon de recommencer à connecter et à communiquer dans ces endroits-là. Et ce qui est incroyable, c'est que on tombe en quelque sorte, c'est porteur de toute notre médecine intérieure. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans toute l'information qui dit pourquoi on est dans l'état où on est en état de conscience ordinaire autant T. Parce que ça donne exactement ce qui voudrait s'exprimer et ne peut pas. Mais j'aimerais mieux voir comment apprendre à rêver dans ce qui me constitue, donc dans cette partie non visible de l'iceberg la plus grande, comment voyager par le rêve là-dedans pourrait aider à sortir de la souffrance. Alors, c'est cette grande mécanique-là que je ne perçois pas. Alors, est-ce que tu parles aussi de voyager seul ou de voyager guidé ça, peu importe. Tu voudrais savoir comment voyager là-dedans permet de sortir de la souffrance. Oui. Parce que c'était ça qu'on c'est ça qu'on a posé juste avant. Il y a une souffrance. En quoi le rêve aide à sortir de la souffrance? Alors, pour moi, la plupart des souffrances naissent d'une forme de résistance. Plus je résiste à quelque chose, et plus je souffre. Donc, ce qui va être intéressant de connaître, c'est de savoir à quoi je résiste. Et le à quoi je résiste, il est directement accessible dans le monde des rêves. En fait, pour moi, je résiste à cette force très puissante qui est à l'œuvre dans mon monde des rêves et que, à cause des couches de croyances et de contraintes de la société où je suis, je résiste à ça et c'est ce qui me fait souffrir. Donc, à partir du moment où je commence à avoir l'information de l'autre proposition, eh ben, rien ne m'empêche de L'autre proposition. L'autre proposition étant la proposition qui émerge de mon monde des rêves. À partir du moment où j'ai l'information de cette autre proposition, rien ne m'empêche, comme un expérimentateur, de me dire, tiens, et si je faisais ce qui m'est proposé? Et puis après, j'observe ce qui se passe dans ma vie de tous les jours.
en fait. Donc, dans ce que tu dis, j'entends qu'il serait question de changer radicalement mon mode de vie. Oui. Pour expérimenter. Et ben, selon une nouvelle image. Oui. C'est super radical en fait. Alors, ensuite, toute la difficulté, c'est que je pense, moi je suis plus pour ce que j'appelle les transitions douces que les transitions ultra radicales, prendre une décision, tout balancer et partir vivre ailleurs. Je pense qu'ensuite, de même qu'on va prendre le temps de bien mettre en place et de se rendre autonome dans cette communication avec toute cette zone intérieure de rêve à l'intérieur de nous, progressivement, ça va nous aider à remodeler étape par étape le changement, et si c'est un changement de lieu, et ça ne va pas être un truc dur comme un couperet. Ça va être progressivement, alors que je comprends de mieux en mieux vers quoi ça tend, vers quoi ça me pousse, étape par étape, je fais le cheminement qui va me permettre d'y aller. C'est comme ça que je perçois. Et il faudrait voir à ce moment-là, moi, mon expérience, c'est que la souffrance s'arrête. Mais les phénomènes de transformation sont lents. Lents, ben oui. En général. Ben oui. Alors après, il y a des fulgurances quelquefois quand même, avec d'énormes prises de conscience très fortes. Ça, c'est ce qui peut arriver à des gens, par exemple, qui font des near-death expériences ou des choses comme ça. Eux, effectivement, ils ont une fulgurance et qui leur fait gagner du temps. Mais sinon, c'est un peu lent, ouais. C'est lent, mais c'est ce qui permet la transition douce, peut-être, cette lenteur. C'est ce qui permet, parce que vraiment, en écoutant aussi Joe Dispenza là, sur le fonctionnement neurologique de l'être humain, dans un premier temps, tout notre cerveau, il est tellement habitué à fonctionner d'une certaine façon que oui, on peut le remodeler, mais que quand même, le remodeler, créer de nouvelles connexions neuronales, en laisser tomber en désuétude d'autres qui seront, n'étant plus utilisées, disparaîtront, il y a quand même un processus qui est à l'œuvre et qui demande son temps. Par exemple, comme quelqu'un, la neuroscientifique aussi, qui avait perdu la parole à la suite d'une hémorragie cérébrale dans un endroit et qui a réussi à recréer une zone de parole dans son cerveau. Ben, ça lui a quand même pris quelques années pour bien réinstaller le fait de parler. Ben, je pense que ça fait partie des grandes règles là de fonctionnement du véhicule dans lequel on est dans ce monde. C'est-à-dire que ce véhicule lui-même, effectivement, a des grandes règles de fonctionnement, un temps de fonctionnement, et comme il habite la matière, lui, il est dans une vibration plus lente, moins rapide. Alors qu'au niveau de l'énergie et de l'information, ça va très très vite. Mais c'est après, dans l'incarnation dans la matière, c'est une autre vibration. Donc, probablement aussi que ça explique pourquoi c'est plus lent. J'ai aucun problème avec le fait que les transformations soient lentes. Personnellement, tout va bien. La vie est lente et rapide à la fois. Les transformations vont à la même vitesse, il n'y a pas de souci. Mais pour revenir sur juste le switch entre l'état matériel de ma vie et le monde des rêves, un ami me disait hier son ras-le-bol de son boulot de commercial et la vie commerciale dans l'agroalimentaire et la violence des rapports entre les gens qui achètent des produits agricoles, ceux qui les produisent et ceux qui les mettent en distribution, transformés après dans des grandes marques
agroalimentaire. Et donc cet ami me disait, moi je vais pas pouvoir continuer à tordre le bras à des agriculteurs qui gagnent déjà pas leur vie et qui se suicident à l'appel. Tu vois, cet ami me faisait part de son désarroi, de sa souffrance. Et là, tu vois, dans une situation comme ça, qui est très fréquente finalement dans le monde du travail, comment s'articule la souffrance au présent d'une personne qui est prise dans son job, les traites de sa maison impayées, tu vois, il y a vraiment un blocage, quoi. Beaucoup ont vécu ça. On aimerait changer de vie, mais nous sommes pris par des loyers à payer, un système de vie, tu vois. Comment on transforme le réel à partir du rêve? Le rêve, en fait, donne une vision plus large et plus systémique avec d'autres possibles. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que une personne comme ton ami, son esprit pense que ce qu'il fait dans sa vie est la seule possibilité. C'est là où est, pour moi, le dysfonctionnement fondamental. Ben oui, mais concrètement, parce il y a des que lois. Ça, mon ami respecte tout un système de consignes et de lois qui font qu'il est là où il est et qu'il doit continuer pour assurer sa survie et la survie de ses enfants. Ça, c'est ce qu'il va continuer à croire s'il n'arrive pas à passer dans un état de conscience ou dans le monde des rêves pour avoir accès à une autre source d'information. Parce qu'en fait, là, il est totalement... Là, il obéit et il fonctionne selon les croyances que le système en place essaie de maintenir dans le cerveau des êtres humains de cette société. En fait, c'est une forme d'emprisonnement. Pour l'instant, il est dans la prison. Donc après... C'est une prison qui est très matérielle finalement. Oui. Alors comment le rêve? Eh bien, en fait, le rêve, il va fonctionner. Déjà, sa souffrance, elle va lui servir de moteur. Parce que c'est ça qui est bien fait. C'est qu'au bout d'un moment, la souffrance, si elle n'est pas entendue, elle va soit le faire tomber malade, enfin, il va lui arriver des trucs très désagréables, il va devoir s'arrêter. Et devant s'arrêter, dans sa prison, il va peut-être avoir la possibilité de commencer justement à ouvrir une fenêtre pour regarder à l'extérieur. Regarder à l'extérieur, c'est voir en état de conscience augmenté tous les autres possibles, en fait. Prendre conscience qu'il était enfermé dans une prison avec un seul possible. Mais que ça, dans les grandes lois de l'univers, ça n'a jamais été écrit comme ça. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a jamais une seule possibilité. Il n'y a jamais un seul chemin pour aller d'un point A à un point B. Il y a toujours des chemins différents. Et les GPS, notre GPS intérieur, il est toujours à même, quand on se plante de chemin, de recalculer un chemin qui nous emmènera quand même, au final, au point où on devra aller. Et donc, du coup, dans la prison, on peut commencer par ouvrir la fenêtre et passer la tête et voir tous les autres possibles. Donc, prise de conscience énorme. Et ensuite, le fait que dans son intériorité, on commence à laisser entrer dans sa prison, à se laisser infuser de toutes ces autres possibilités, la possibilité dominante, elle perd de sa force déjà. Et la souffrance, d'ailleurs, peut s'en trouver diminuée. Et puis, si on a une forme de discipline intérieure qui est de passer très souvent la tête par la fenêtre, jusqu'à un jour avoir le courage, face à ses peurs, de sortir, peut-être de rentrer après un peu, mais de sortir et d'aller expérimenter un temps autre chose, et bien, progressivement, tout ça, ça fait qu'on est déjà dans la transformation dont on parle. Et ton ami, il peut très bien suivre ce chemin-là.
Alors on va voir, hein. Ça, moi je le vois, je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur d'autres. Il y a dans les premiers temps de sortie de la prison, effectivement, on en sort, et puis on fait des choses, et puis on n'est pas très à l'aise parce qu'on ne sait pas très bien fonctionner comme ça, en adéquation avec ses intuitions fortes et tout. Donc tout d'un coup, on est terrorisé et on rentre en courant dans la prison. Un temps, mais on a quand même engrammé dans son cerveau et on a retenu là où on a réussi, là où ça a moins bien marché, mais on a vu la joie que ça procurait, en fait. Et donc, ça, c'est le nouveau moteur aussi qui va se mettre en marche. C'est que s'il y a une joie immense quand on est en adéquation, plus en adéquation avec le monde de ses rêves et son être profond et l'univers. Il y a une joie immense qui est là. Donc, notre cerveau, lui, il aime bien ça. Et la sensation de joie immense, ça lui plaît beaucoup. Donc, il va chercher à nous aider à reproduire et à retrouver ça aussi. Et donc, c'est ce qui fera qu'une fois qu'il est sorti une fois de la prison, il ressortira de plus en plus souvent et de plus en plus souvent. Jusqu'à un jour, ne plus y retourner. Voilà. C'est bien comme ça. 43 minutes, 43 secondes. Merci alors.